15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Formation en acupuncture et massage pour des experts chinois mis en place par le ministère de la Santé. Et dans l'actualité internationale, collision mortelle entre deux trains, 3 morts et 28 blessés en Indonésie. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministère de la Santé, à travers la direction du CHU de Djibouti, en étroite collaboration avec la 22e équipe médicale chinoise du CHU, a organisé une formation d'acupuncture et de massage pour le personnel de santé des structures sanitaires de la capitale et des régions de l'intérieur. Cette formation dispensée par les équipes médicales chinoises a vu la participation de médecins, infirmiers et de kinésithérapeutes. L'objectif de cette formation sur la médecine traditionnelle chinoise est que les apprenants djiboutiens puissent obtenir des connaissances théorique de base, se familiariser avec les manipulations de manière générale d'acupuncture et de massage, maîtriser les techniques pour soigner les malades. La formation s'est déroulée pendant 2 jours et avec le suivi des connaissances pratiques durant 2 mois d'apprentissage au service d'acupuncture du CHU de l'hôpital général Pelletier. Ont assisté à l'ouverture de cette formation le conseiller principal du ministère de la Santé et le conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine à Djibouti. Pour plus de précisions, écoutons donc l'interview que nous a accordé le conseiller principal au ministère de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad. Je tenais à remercier l'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti pour l'appui indéfectible pour le ministère de la Santé, et non seulement pour le ministère de la Santé, mais aussi pour la République de Djibouti. Je tiens aussi à féliciter l'équipe médicale chinoise, la 22e équipe médicale chinoise, qui a organisé cette formation, qui est effectivement la 2e à Djibouti, et qui, au-delà de cette formation, qui font pas mal d'activités dans les régions de l'intérieur, comme l'a si bien cité Mme Liu. La dernière présenté une caravane médicale dans la région de l'État pour la population d'Arta et les environs. Visibles, mais quand même, qui font derrière, au-delà des jours de travail, les week-ends, ils font des activités pour la population djiboutienne. La République populaire de Chine a construit l'hôpital d'Arta, mais aussi maintenant, on est en train de nous construire un futur hôpital régional dans la région du Nord, dans la région de Tadjoura. Nous tenons réellement à remercier la République populaire de Chine. Et dans cette édition, 3 dossiers vous seront présentés, au premier desquels l'entrepreneuriat, qui est aujourd'hui la pierre angulaire dans l'agenda du gouvernement pour les jeunes djiboutiens, ayant mis en place beaucoup de mécanismes pour faciliter l'éclosion d'un secteur qui puisse être donc vecteur de croissance économique. Le gouvernement du président Guelleh n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition des jeunes tous les moyens nécessaires. De ce fait, les jeunes djiboutiens se sont lancés dans une quête qui a porté ses fruits, la fabrication de savons naturels estampillés, le label Made in Djibouti. Doucement mais sûrement et de façon modeste, ces jeunes apportent leur contribution. Voici l'histoire du petit nomade. Si entreprendre souligne réaliser son rêve, alors cela prend tout son sens. C'est une histoire inspirante qui marie tradition et innovation. Dans un coin pittoresque de la capitale, une petite société a réussi à insuffler une nouvelle vie à une ancienne pratique inconnue encore à Djibouti. Une savonnerie traditionnelle dénommée le Petit Nomade. Au cœur de ce lieu, des esprits passionnés et créatifs se sont rassemblés pour concevoir des savons naturels et respectueux du corps. Leur mission ? Créer et commercialiser des soins, notamment des savons à base d'ingrédients naturels, connus et reconnus par tous les Djiboutiens et toute la région pour leurs propriétés vertueuses, telles que le Houroud, le Habassoud ou encore le Qassil. Au seuil de la porte de cet atelier, un parfum apaisant, des ingrédients naturels emplis de l'air, tandis que les artisans mélangent méticuleusement les huiles, les poudres bienfaisantes. Ce savon à base de Houroud et Habassoud ou encore de Qassil promet une expérience sensorielle unique, un bien-être pour le corps. Mais plus qu'une simple aventure, il s'agit là d'une invitation à la solidarité et au soutien local. Je m'appelle Abdelaziz Omar Mohamed.
j'étais un ancien étudiant en lettres modernes. Et voilà que maintenant, je apprends à fabriquer des savons à Djibouti. Donc, je me forme à produire des savons naturels avec un collègue. Et du coup, ce que je fais dans le magasin, je suis le producteur en suivant les instructions qu'on m'a appris. Et j'étais en formation tout en apprenant le savon naturel. Et voilà, je m'en charge de la production. Je suis très content de faire ce métier. Pour être honnête, si je commence par là, j'ai souhaité vraiment être un enseignant, mais voilà, c'est venu. Du coup, et c'est un bon métier que je fais. Et je suis très content de servir mon pays et de produire des savons naturels, à 100% naturels, qui sont le curcuma, qui est le houroud, le nigel, les habassout et le qassal, les jujubiers. Les avantages du savon ne se limitent pas à leur fabrication minutieuse. En effet, bien plus qu'un simple savon, ce sont des véritables soins qui répondent à des besoins bien spécifiques. On aura notamment le savon ou houroud, qui est connu pour être un illuminateur naturel de teint, très hydratant et protège la peau naturellement contre les pollutions urbaines. Il y a également le savon au habassout, qui est un véritable petit trésor naturel, particulièrement adapté aux peaux sensibles et allergènes ou à un excès de sébum. Et enfin, le savon au qassal, parfois appelé halen par nos compatriotes et qui est bien connu pour être un purificateur naturel, qui nettoie la peau en profondeur et la revitalise. Une véritable quête de sérénité et d'authenticité. Cette savonnerie traditionnelle émerge telle un oasis de tranquillité. Les porteurs de cette initiative ont réussi à capturer et à exploiter l'esprit du passé tout en le mariant au présent, créant ainsi des produits qui nourrissent le corps et l'âme. Alors attention, il ne s'agit pas d'ici d'une simple bonne idée, mais bien des produits de qualité qui sont accessibles et pleinement commercialisés. Ils font en effet sensation auprès de tous. Cet atelier sert de stock de showroom pour exposer ses produits aux commerçants, mais également d'atelier de fabrication. Car le petit nomade, c'est aussi la transparence et l'appartenance à tous, pour que chacun puisse venir découvrir tous les procédés de fabrication. Aujourd'hui, on ne présente plus le petit nomade. Ces merveilles se vendent comme un petit pain auprès des commerçants consommateurs djiboutiens qui privilégient la production estampille Made in Djibouti. Le petit nomade est une trame narrative ancrée dans la culture et la tradition de tous les tous. Un dénominateur commun qui fait un clin d'œil à la richesse, ce qui nous rapproche des uns aux autres et qui forme un véritable socle, celui d'être djiboutien. Aujourd'hui, cette production locale est une parmi d'autres qui a l'avenir devant elle. Au jour aujourd'hui, il va sans lui dire que nos choix ont du pouvoir car ils façonnent le monde qui nous entoure. La pérennité de cet art raffiné de savon local a tant besoin de notre soutien à tous. Si consommer local veut dire soutenir l'économie de notre nation, alors cela voudrait dire que ce n'est pas seulement un acte d'achat, mais un acte de fierté, d'unité et de progrès. Dans le second dossier de cette édition, nous allons parler économie verte. Depuis plusieurs années, la transition énergétique devient de plus en plus une réalité. En effet, la transition énergétique représente une démarche cruciale à l'échelle mondiale visant à restructurer les sources d'énergie utilisées dans le but de minimiser les impacts environnementaux, de promouvoir la durabilité et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Elle est impulsée par la prise de conscience croissante des effets néfastes du changement climatique, de la pollution atmosphérique et de l'épuisement des ressources naturelles. Regardez. Djibouti se tourne depuis plusieurs années déjà vers les énergies renouvelables pour sa transition énergétique. Depuis quelques années, notre pays ne cesse de multiplier les initiatives et ainsi adopter une stratégie énergétique tournée vers les renouvelables. Après une décennie de réformes et d'investissements stratégiques, le pays s'est lancé un nouveau défi, celui de miser sur sa politique nationale tournée vers les énergies renouvelables pour sa transition énergétique. Pour ce faire, Djibouti a réussi le tour de force et s'est forgé un destin grâce à la construction du parc éolien qui aujourd'hui est opérationnel. C'est sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, que le département de l'énergie chargé des ressources naturelles, avec à sa tête le ministre Younis Ali Guedi, a lancé les travaux de construction du parc éolien.
La réalisation de cette infrastructure éolienne qui s'inscrit dans le cadre de la politique de valorisation du potentiel en énergie renouvelable était structurée sur le modèle des partenariats publics-privés. Ces parcs éoliens, les premiers de l'histoire de Djibouti, deviennent ainsi les premiers projets de grande envergure d'énergie renouvelable avec le développement des énergies propres qui découlent de la vision 2035 du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Cette réalisation revêt une importance capitale car elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement. La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie. Rappelons que cette centrale éolienne est construite dans le strict respect des normes et standards internationaux. Elle comprend au total 17 éoliennes réparties sur une surface de 395 hectares. Les turbines sont portées par des mâts de plus de 150 mètres de hauteur. Chaque éolienne a une capacité de production de 3,46 MW, soit une capacité de production énergétique totale de l'ordre de 60 MW. Une fois cette première étape finie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est ensuite dirigé vers un deuxième site. Le chef de l'État a marqué les coups en procédant à l'inauguration des postes de distribution d'électricité. Sur place, il a été reçu par des personnalités clés telles que le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, Moussi Ali Hassan Bardon, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, ainsi que le directeur de l'EDD, M. Jama Ali Guelleh, une journée qui a illustré un pas de plus vers un avenir énergétique durable. Ce projet va également établir des connexions cruciales avec les régions du nord du pays, tout en alimentant la zone économique spéciale du Goubet. Cette interconnexion stratégique ouvre la voie à un avenir énergétique plus durable, répondant ainsi à la demande croissante en électricité. À travers la mise en œuvre de cette centrale éolienne, la République de Djibouti poursuit trois principaux objectifs, à savoir la diversification de ses sources d'énergie, l'augmentation de façon substantielle de la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques national et surtout assurer sa sécurité énergétique, ce qui l'amènera progressivement vers son indépendance énergétique. Au-delà, il s'agit de faire de Djibouti un hub énergétique dans la sous-région est-africaine. Et enfin, dans le troisième et dernier dossier de cette édition à Djibouti, la finance islamique a le vent en poupe, ancrée dans les principes de la charia et alignée sur les valeurs religieuses en contraste avec la finance conventionnelle. Celle-ci est devenue une alternative prisée. Ce boom spectaculaire émerge comme un acteur incontournable de l'économie djiboutienne, un secteur dynamique qui a déjà porté ses fruits. Reportage. Afin de répondre à la volonté de la société de trouver des canaux de transactions bancaires en dehors de l'utilisation des taux d'intérêt. La République de Djibouti, à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ouvert les portes aux banques islamiques qui ont commencé depuis 2006 à fournir des services bancaires d'investissement en vertu de la charia. En effet, la finance islamique qui est conforme aux dispositions de la charia lie la manière d'obtenir et d'utiliser des fonds, tandis que les financements traditionnels sont séparés et les contrats de financement islamique lient entre eux les sources d'accès à l'argent et le suivi de leur utilisation et de leur emploi et de leur investissement. C'est dans un contexte de crise mondiale, sanitaire et économique qui a fait des millions de victimes de l'extrême pauvreté. Le financement social islamique a offert la possibilité d'apporter un soutien urgent à la lutte contre la pauvreté, à la relance économique, à la lutte contre la pandémie, notamment de la Covid-19, ainsi qu'à la promotion du développement durable. Selon le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, les actifs gérés par la finance islamique, qui est évalué à près de 200 milliards de dollars américains en 2001 et dépasse actuellement les 300 milliards de dollars américains. Les actifs gérés par la finance islamique, évalués à près de 200 milliards en 2001, dépassent aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars. L'industrie mondiale des services financiers islamiques a fait preuve de résilience face à la pandémie du Covid et en termes de rentabilité, ces rendements se sont améliorés en 2021, dépassant leur niveau d'avant la pandémie. Son succès, la finance islamique le doit à ses fondements mêmes.
et à ses principes de fonctionnement visés dans la charia qui la mettent à l'abri de chocs et de crises. En outre, son lien fort avec l'économie réelle et le caractère compétitif des banques islamiques et de leurs produits financiers innovants expliquent les performances remarquables de l'industrie financière islamique. En reconnaissance du rôle premier joué par les banques islamiques à Djibouti, à savoir la Sabah African Bank, Salam African Bank ainsi que l'East African Bank, où le premier reçut le prix Commerce international dans les banques islamiques, deuxième remporté par le prix de développement du capital humain dans les institutions financières et islamiques et le troisième prix de financement des PME. Cela a été fait au cours de la cérémonie internationale des prix de la finance islamique JIVA lors de sa 12e session qui s'est tenue au Kempinski Palace Hotel sous le haut patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh en septembre 2022. L'une des formules les plus connues de la finance islamique, la Mubaraha, qui est l'un des produits des banques islamiques, a été adoptée comme une alternative au système d'intérêt et contribue de manière efficace à la promotion de la société et à l'établissement de projets d'investissement et de développement compatibles avec le principe de l'universalité des opérations bancaire. Le responsable de Sabah African Bank à Djibouti nous explique la marche de la finance islamique à Djibouti et des progrès qu'elle a réalisés depuis plus d'une décennie et demie. Le directeur du département de finances locales et des investissements de la Sabah Africa Bank, M. Amin Abdallah, a déclaré que la finance islamique signifie fournir des services financiers conformément à la loi islamique et à ses principes et règles. Soulignant que la banque islamique est complètement différente de la banque traditionnelle à plusieurs égards. Il a affirmé que la banque traditionnelle emprunte principalement à des taux d'intérêt prédéfinis, contrairement aux banques islamiques. D'autre part, M. Amin Abdallah a souligné que la Murhaba est la formule prédominante dans la plupart des banques islamiques, en raison de sa facilité des conditions où la banque achète la marchandise dont le client a besoin à sa source et la revend ensuite au client, à condition qu'il paie les montants dus à plusieurs versements dans un délai déterminé. Bien que la demande importe pour la finance islamique, il faut intensifier la sensibilisation sur les produits de la finance islamique pour suivre le rythme de leur croissance sur les marchés et pour faire face au manque de sensibilisation des individus caractéristiques de ces produits islamiques. En nouvelle du monde à présent, nouveau bombardement sur Gaza, des craintes d'embrasement, de nouveaux bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait des dizaines de morts. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a condamné les attaques israéliennes qui ont visé le siège du Croissant Rouge palestinien à Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. Sur la plateforme X, Ghebreyesus a qualifié ces frappes d'insensées. Le chef de l'OMS a également déclaré qu'il se joint aux appels internationaux en faveur d'un cessez-le-feu immédiat pour répondre aux besoins fondamentaux des civils de Gaza tels que la nourriture, les fournitures médicales et de l'eau. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu pour sa 4e visite dans la région depuis le début de la guerre à Gaza, avec une étape en Israël, en Cisjordanie occupée et dans 5 autres pays arabes. Et depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait 22 313 morts et 57 296 blessés, pour la plupart des enfants, des femmes et des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes. C'était dans le titre de cette édition. En Indonésie, une collision entre des trains de banlieue survenue aujourd'hui en Indonésie a fait au moins 3 morts et 28 blessés selon les autorités. Des images diffusées par les chaînes de télévision indonésiennes montrent des passagers être aidés à sortir des wagons, dont certains ont complètement déraillé. Des ambulances ont été dépêchées sur place pour transporter les blessés à l'hôpital. C'est ce qu'a indiqué la police. La collision est survenue près de la capitale de la province de Java occidentale, Bandung. Les 3 personnes ayant été tuées dans l'accident faisaient partie de l'équipage du train, a déclaré le porte-parole régional de la police, ajoutant qu'un total de 478 passagers se trouvaient à bord des trains et que les 28 blessés avaient été transportés à l'hôpital. La cause de l'accident n'était pas immédiatement connue, mais la compagnie des chemins de fer indonésiens, le gouvernement provincial et les responsables de la sécurité des transports ont déclaré qu'une enquête serait diligentée.
Et enfin, en Égypte, 149,6 millions de dollars alloués au projet d'industrie verte. Le ministère de la coopération internationale de l'Égypte et la Banque européenne d'investissement ont signé un accord de financement d'une valeur de 149,6 millions de dollars en plus d'un don de l'Union européenne de 33,2 millions de dollars destinés au projet d'industrie verte durable du ministère de l'Environnement. Ces fonds permettront aux pays d'Afrique du Nord d'avancer significativement dans la réalisation des projets stimulant l'économie verte du pays. En Égypte, le ministère de la coopération internationale a signé un accord de financement avec la Banque européenne d'investissement d'un montant de 149,6 millions de dollars et une subvention de l'Union européenne. Ces fonds sont destinés à contribuer au projet de financement industrie verte durable du ministère de l'Environnement qui vise à soutenir la transformation verte dans le secteur industriel tout en mettant en œuvre des mesures de lutte contre le changement climatique et de durabilité environnementale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.